Le jour où le juge a ouvert ce dossier confidentiel, ma mère s'est levée brusquement et a quitté la salle d'audience. Mon père, lui, est resté assis, figé, blanc comme un linge, parce qu'il venait de comprendre que leur plus grand secret, celui qu'ils avaient enfoui pendant 25 ans, venait d'être révélé devant tout le monde, et que cette fois, il n'y aurait plus d'échappatoire. Avant de vous raconter ce qui s'est passé dans cette salle, laissez-moi vous poser une question, une seule, et j'aimerais vraiment que vous me répondiez en commentaire. Si vous découvriez que vos parents vous ont menti sur votre identité toute votre vie, que feriez-vous? Les pardonneriez-vous? Ou couperiez-vous les ponts à jamais? Pensez-y pendant que je vous raconte mon histoire. Je m'appelle Mathieu, j'ai 25 ans aujourd'hui. Jusqu'à il y a 2 ans, je pensais être l'enfant unique de Marc et Isabelle Duchamp, un couple de médecins respectés de Marseille. J'ai grandi dans le confort. Une belle maison avec piscine, des études dans les meilleures écoles, des vacances en Italie chaque été. Sur le papier, j'avais tout pour être heureux. Mais dans la réalité, quelque chose clochait. Depuis toujours, mes parents ne me regardaient jamais vraiment. Ils étaient présents physiquement, mais absents émotionnellement. Ils s'occupaient de mes besoins matériels avec une efficacité clinique, comme des médecins soignant un patient. Mais ils ne m'ont jamais serré dans les bras spontanément. Ne m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient. Ne m'ont jamais demandé comment j'allais vraiment. Pendant des années, j'ai cru que c'était normal, que tous les parents étaient comme ça, froids, distants, professionnels. Ce n'est qu'en grandissant, en allant chez mes amis, que j'ai compris. Les autres parents riaient avec leurs enfants, les prenaient dans leurs bras, s'intéressaient à leur vie. Pas les miens. Quand j'avais 15 ans, j'ai demandé à ma mère pourquoi elle ne me prenait jamais dans ses bras. Elle m'a regardée comme si je venais de dire quelque chose d'inconvenant. Nous ne sommes pas une famille démonstrative, Mathieu. Cela ne signifie pas que nous ne t'aimons pas. Mais son regard disait le contraire. Son regard disait « Ne me demande plus jamais ça ». Alors j'ai arrêté de demander. J'ai appris à vivre avec ce vide, cette absence d'affection, cette sensation permanente d'être un étranger dans ma propre famille. Et puis, il y a 2 ans, mon monde s'est effondré. C'était un dimanche après-midi de novembre, pluvieux, gris. J'étais rentrée de la fac pour le week-end. Mes parents n'étaient pas là, ce qui n'était pas inhabituel. Ils passaient leur vie à l'hôpital. J'étais seule dans la maison, je cherchais un vieil album photo pour un projet universitaire, quand je suis tombée sur une boîte dans le grenier. Une boîte en carton, poussiéreuse, cachée derrière des valises. Quelque chose m'a poussée à l'ouvrir. À l'intérieur, des documents, des lettres manuscrites datées d'il y a 25 ans, signées par une certaine Élise, adressées à Marc et Isabelle, mes amis les plus chers. Je sais que je vous demande l'impossible, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Le père de l'enfant m'a abandonnée, ma famille m'a rejetée, je suis malade, les médecins disent que je n'en ai plus pour longtemps. Je vous en supplie, prenez soin de mon bébé. Faites-lui croire qu'il est le vôtre, qu'il ait une vie normale, une vraie famille. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Une vraie famille. C'est ce qu'elle avait voulu pour moi. Mais c'est exactement ce que je n'avais jamais eu. J'ai trouvé d'autres lettres, d'Élise à mes parents adoptifs, suppliantes, reconnaissantes, désespérées. La dernière était datée d'1 mois après ma naissance. Marc, Isabelle, je vous écris ces mots depuis mon lit d'hôpital. Les médecins disent que c'est une question de jours maintenant. Je voulais vous remercier. Merci d'avoir accepté mon fils. Merci de lui donner une chance. Je sais que vous en prendrez soin, que vous l'aimerez comme le vôtre. C'est tout ce qu'une mère peut espérer. Dites-lui, quand il sera grand, que je l'ai aimé plus que tout, que chaque jour de ma grossesse a été un miracle, que s'il est né, c'est parce que j'ai voulu lui donner la vie, même si ça devait me coûter la mienne. Élise. Je sanglotais maintenant. Ma vraie mère était morte pour moi. Elle m'avait aimée, elle avait tout sacrifié. Et mes parents adoptifs?
Il m'avait menti. Pendant 25 ans. Quand ils sont rentrés ce soir-là, je les attendais dans le salon, les lettres étalées sur la table basse. Qui était Élise Mercier? Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère a porté la main à sa bouche. Mon père a fermé les yeux. Mathieu, qui était-elle? Et je répétais, la voix tremblante. Une amie, a fini par dire ma mère. Une amie très chère. Elle est morte peu après ta naissance. Elle nous a demandé de t'adopter. Pourquoi vous ne m'avez jamais dit? Un silence. Long. Pesant. Parce que nous pensions que c'était mieux ainsi. Mieux pour qui? Pour moi ou pour vous? Mon père s'est avancé. Mathieu, nous avons fait ce que nous pensions être juste. Nous t'avons donné un toit, une éducation, une vie stable. Mais vous ne m'avez jamais aimé. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Brutaux, crus, vrais. Ma mère a détourné le regard. Mon père a serré les mâchoires. Nous avons fait de notre mieux. Votre mieux n'a jamais été suffisant. Cette nuit-là, j'ai quitté la maison. Et je ne suis jamais revenue. Les mois qui ont suivi ont été un brouillard. J'ai arrêté la fac, j'ai enchaîné les petits boulots. J'essayais de m'y reconstruire, de comprendre qui j'étais vraiment. Mathieu Duchamp ou le fils d'Élise Mercier. Et puis, 1 an plus tard, j'ai reçu un appel, un notaire, me demandant de passer à son étude pour une affaire importante concernant la succession d'Élise Mercier. Mon cœur a bondi. Ma mère biologique avait laissé quelque chose pour moi? Le notaire m'a reçu dans son bureau élégant. Il m'a tendu une enveloppe scellée. À l'intérieur, une lettre manuscrite et un document officiel. Madame Mercier a rédigé un testament avant sa mort. Elle vous lègue l'intégralité de son patrimoine. Cela inclut un appartement à Paris, des placements financiers et une somme d'argent importante, le tout estimé à environ 800 000 euros. J'étais sous le choc. 800 000 euros? Élise, cette femme que je n'avais jamais connue, m'avait laissé une fortune. Il y a une clause, a continué le notaire. Ce testament ne devait être révélé qu'à vos 25 ans. Madame Mercier souhaitait que vous soyez assez mature pour comprendre sa démarche. J'ai ouvert la lettre. L'écriture était la même que sur les lettres trouvées dans le grenier. Mon petit Mathieu, si tu lis ces mots, c'est que tu as 25 ans, l'âge que j'avais quand je t'ai mis au monde, l'âge où j'ai compris ce qu'était le véritable amour. Je ne serai pas là pour te voir grandir, mais sache que chaque jour de ma vie, je t'ai porté dans mon cœur. Tu es né de l'amour, même si ton père n'a pas eu le courage de l'assumer. Tu es né de l'espoir, même si ma maladie me condamnait. Tu es né pour vivre, et j'ai tout fait pour te donner cette chance. J'ai confié ta vie à Marc et Isabelle, parce qu'ils étaient mes meilleurs amis, parce que je pensais qu'ils t'aimeraient comme leur propre fils. J'espère qu'ils l'ont fait. J'espère que tu as été heureux. Cet héritage est pour toi, pour que tu puisses vivre libre, pour que tu puisses poursuivre tes rêves, pour que tu n'aies jamais à dépendre de personne. Sois heureux, mon fils. C'est tout ce qu'une mère peut souhaiter. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Élise. Les larmes coulaient sans que je puisse les arrêter. Cette femme, cette étrangère, m'aimait plus que les personnes qui m'avaient élevée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 semaines après avoir reçu cet héritage, j'ai reçu une assignation en justice. Mes parents adoptifs m'attaquaient. Ils contestaient le testament d'Élise. Ils arguaient qu'en tant que parents adoptifs légaux, ils avaient droit à une partie de l'héritage, que le testament était injuste, que j'étais ingrat. J'étais anéantie. Ils ne m'avaient jamais aimée, m'avaient menti toute ma vie, et maintenant, ils voulaient me voler ce que ma vraie mère m'avait laissé. Le procès a duré 6 mois. 6 mois d'audience, de tension,
de mensonges. Mes parents adoptifs jouaient les victimes. Le fils ingrat qui les avait abandonnés. Le testament injuste qui les privait de ce qui leur revenait de droit. Mais moi, j'avais quelque chose qu'ils ne soupçonnaient pas. Un dossier confidentiel. Avant de mourir, Élise avait tout prévu, tout. Elle avait documenté ses conversations avec Marc et Isabelle, les lettres où elle leur demandait de m'aimer comme leur fils, les preuves qu'ils avaient accepté cette adoption uniquement pour toucher des aides financières de l'État. Les témoignages de proches qui confirmaient qu'ils m'avaient toujours traité avec froideur. Et surtout, elle avait rédigé une clause juridique implacable. Si Marc et Isabelle ne respectaient pas leur engagement moral de m'élever avec amour, l'héritage me reviendrait sans contestation possible. Le jour de l'audience finale, mon avocat a remis ce dossier au juge. Et j'ai vu mes parents adoptifs blêmir. Le juge a parcouru les documents en silence. Les lettres d'Élise, les témoignages, les preuves financières. Puis il a relevé la tête et son regard sur Marc et Isabelle était glacial. Monsieur et Madame Duchamp, ce dossier est sans équivoque. Madame Mercier vous a confié son fils avec une seule condition, que vous l'aimiez comme le vôtre. Les témoignages et les documents présentés démontrent que vous avez échoué dans cette mission. De plus, il apparaît que vous avez perçu des aides financières pour cette adoption sans jamais les utiliser dans l'intérêt de l'enfant. Il a marqué une pause. Je rejette votre demande. L'héritage d'Élise Mercier revient intégralement à Mathieu Mercier, tel que stipulé dans son testament. De plus, je vous condamne à rembourser les aides perçues indûment. Ma mère s'est levée brusquement et a quitté la salle. Mon père est resté assis, figé, le visage décomposé. Moi, je n'ai rien senti. Ni joie, ni relâchement, juste un vide immense. Parce que j'avais gagné l'argent, mais j'avais perdu quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu. Une famille. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je vis à Paris, dans l'appartement qu'Élise m'a laissé. J'ai repris mes études. J'ai recommencé à vivre. Mais parfois, je regarde cette photo que j'ai trouvée dans la boîte du grenier. Une photo d'Élise, enceinte, souriante, la main sur son ventre, sur moi. Et je me dis qu'elle m'a donné bien plus que de l'argent. Elle m'a donné son amour, son sacrifice, sa vie. Marc et Isabelle ont essayé de me contacter plusieurs fois. Des messages, des appels, des lettres d'excuses. Mais je n'ai jamais répondu, parce qu'on ne répare pas 25 ans d'absence avec quelques mots. Si cette histoire vous a touché, si elle résonne en vous, prenez un instant pour laisser un petit like. Partagez-la à ceux qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leurs épreuves familiales. Et abonnez-vous, parce que chaque semaine, je vous raconte une histoire vraie, une histoire de cœur, de secret et de trahison. Moi, c'est Mathieu, et ce jour-là, dans ce tribunal, j'ai appris que l'amour véritable ne vient pas de ceux qui nous élèvent, mais de ceux qui nous choisissent vraiment. Élise m'a choisi, elle m'a aimé avant que je naisse, et grâce à elle, j'ai compris que je méritais d'être aimée. Que la vraie famille, ce n'est pas celle qui partage votre sang ou votre nom, c'est celle qui partage votre cœur. Et que parfois, les plus beaux héritages ne sont pas financiers, ce sont les lettres d'amour d'une mère qui n'a jamais eu la chance de vous serrer dans ses bras, mais qui vous a aimé plus fort que tout.